Bienvenue, chers voyageurs du temps. Laissez-moi vous conter comment la cité de Carcassonne est devenue si belle au fil des siècles. Oh, ma ville, si fière et puissante. Je me présente, je suis Dame Carcasse, fantastique princesse sarrasine qui aurait donné mon nom à la cité. Je suis en fait une légende, l'âme de la cité, symbole de sa force, de sa bienveillance et de ses valeurs de résistance. Vous le voyez autour de vous, l'histoire de la cité de Carcassonne a commencé il y a très longtemps. Nous sommes en l'an -100, à l'époque romaine. Et l'oppidum que vous découvrez s'appelle déjà Carcassonne. Les Volsques texosages, peuple antique, avaient même fondé le site dès le 6e siècle avant notre ère. Découvrons ensemble comment vivaient nos ancêtres gallo-romains il y a plus de 2000 ans. Les habitants de l'époque étaient alors chasseurs, artisans, agriculteurs. Bien sûr, ils pratiquaient l'élevage. Ce berger nous invite à faire une pause avec ses moutons. On pourrait presque les toucher. Carcassonne était aussi une étape importante dans la région. La fameuse voie romaine passait tout près, au pied de la route du vin. Notre prestigieuse cité dispose déjà d'une situation qui lui vaudra bien des convoitises. À partir du 5e siècle, ce sont les Visigoths qui vont longtemps régner sur un immense territoire couvrant tout le sud de l'Europe. Puis, ce sera le tour des Sarrasins, et ces derniers seront ensuite chassés par les Francs au 8e siècle. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Suivez-moi, je vais tout vous raconter. Nous sommes au début du XIIIe siècle, période féodale mouvementée. Héritier d'une dynastie locale, le vicomte Trincavel est le seigneur de Carcassonne. Comme son suzerain, le comte de Toulouse, il tolère sur ses terres les adeptes d'une religion dissidente de l'église romaine, les cathares. Le pape Innocent III ordonne alors une croisade et envoie Simon IV de Montfort et les barons français anéantir l'hérésie. L'effroyable croisade des Albigeois est lancée. Venez, je vous emmène au front. Regardez, la cité est prise d'assaut par les troupes mercenaires de Simon de Montfort. Les machines de guerre s'approchent, les archers dressent leur protection et les trébuchets envoient leur boulet de terreur sur la cité. La forteresse de Carcassonne, à cette époque, n'est protégée que par un seul rempart. Ils approchent. Les assaillants ont réalisé des sacres en plusieurs points des murailles à l'aide d'un chat mobile. Ils permettaient de faire une trouée dans les remparts ou de les faire écrouler. En plein mois d'août, le siège de la cité par les croisés ne dure que quelques jours. N'ayant plus de réserve d'eau, Trincavel se rend en échange de la vie sauve des habitants. Plus tard, son fils Raymond tentera de reprendre la cité à Saint-Louis, peine perdue. La cité de Carcassonne devient alors, pour plusieurs siècles, une place forte du royaume de France à sa frontière avec l'Aragon. La croisade des Albigeois est terminée, mais les menaces restent nombreuses dans la région. Pour renforcer les défenses de la cité, Saint-Louis ordonne tout d'abord la construction d'une deuxième enceinte de rempart. Vous le voyez autour de vous, des lys séparent désormais les deux murailles. Nous voici au pied de la tour Saint-Nazaire, construite plus tard par Philippe le Hardi. Levez les yeux. Impressionnante, n'est-ce pas? Allons nous y mettre à l'abri. Garde! Fermez les portes! Simple opération, allez-vous me dire? Que nenni! Il fallait d'abord retirer la rampe de bois au sol pour freiner l'avancée des assaillants, procéder à la descente de l'air, puis enfin fermer les vantaux de la porte et les bloquer avec une solide poutre de bois. Ouf, nous voici en sécurité. Maintenant, regardez autour de vous. Cet endroit est un peu exigu, non? Mais une vraie place forte pour défendre la cité. Et si l'ennemi avait réussi à pénétrer dans la tour, il était pris au piège. Regardez l'assommoir positionné juste au-dessus de vos têtes. Attention aux pierres qui tombent du plafond!
Allez, je vous laisse reprendre vos esprits. Et si nous déambulions un peu dans les rues? Les guerres médiévales ont pris fin. La cité est devenue une sénéchaussée, siège des Capétiens. Elle est principalement habitée par des garnisons militaires. La vie reprend son cours. Les artisans et les marchands peuvent vivre et commercer avec les habitants restés sur place en ces temps de paix retrouvés. Admirez ces beaux légumes. Ah, il y a fort à parier que militaires et gens d'église ont profité du bon vin produit dans les vignobles alentours. Plus tard, sur ordre du roi, les habitants des bourgs durent déserter leur habitation pour construire la ville basse que l'on appellera la Bastide Saint-Louis. Oh mes amis, les années ont passé, les siècles aussi. Et depuis qu'un traité a déplacé la frontière au niveau des Pyrénées, la cité a perdu sa position militaire stratégique. Nous sommes au début du 19e. Notre fière cité médiévale a désormais triste mine. Les remparts sont délabrés. Et dans les lices, seuls les habitants les plus démunis survivent dans des conditions de vie très dégradées. Observez cette misère. Ce sont des ouvriers des manufactures de draps. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Les murailles servent alors de carrière à des entrepreneurs du bâtiment. Les tours se délabrent. Un décret programme même la destruction de la cité médiévale. Vous vous rendez compte? Un cauchemar quand on pense à sa prospérité passée. Oh! Faites attention! Ça peut être très dangereux! Tout va bien? Vous n'avez rien? Le jour se lève sur les lys et sur une période de grande renaissance pour notre cité de Carcassonne. En 1835, Jean-Pierre Cross-Mervieille, un érudit local, s'émeut du sort que l'on réserve à notre joyau patrimonial. Il va sauver la cité de sa destruction. L'écrivain Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, soutient les initiatives de notre ami et fait protéger la basilique Saint-Nazaire. Je crois les apercevoir, juste là, en compagnie de Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc est l'architecte qui a été chargé par Napoléon III de superviser la restauration de notre merveille de cité. Le chantier durera plusieurs dizaines d'années. Ça va pour vous? J'espère que vous n'avez pas le vertige. Nous sommes en haut d'une tour en pleine restauration par les artisans de l'époque. Ici, on est en train de refaire les toits tels que Viollet-le-Duc les a imaginés. Il y a en tout 52 tours aujourd'hui le long des 3 km de remparts. Un travail monumental qui va donner à la cité de Carcassonne cet air de magie et sa splendeur actuelle. N'oubliez pas de venir me saluer tout à l'heure à l'entrée de la cité. Mon sourire demeure pour vous figé dans la pierre. Unica sum Carcasse. Je suis l'unique Carcassonne.